Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. En fait, je voulais la faire avant de partir de Melbourne, mais j'ai pas eu le temps. Et voilà, c'est une vidéo entre guillemets de mi-parcours pour faire un petit bilan et aussi pour donner des conseils sur voilà, comment vivre au mieux son PVT. Je regarde des fois mon téléphone parce que là j'ai écrit pas mal de trucs, voilà, je peux pas tout retenir de tête. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire quelques petits avant-propos. Déjà, j'aimerais dire voilà, que ce que je vais dire, en fait, ça ne représente que mon expérience. Il peut y avoir plein de PVT différents en fonction de la van life, en fonction de la vie en ferme. Donc je suis désolé pour ceux qui auraient voulu que je dise des choses et qui seraient déçus, ou au contraire pour ceux qui entendraient des choses et qui se diraient non, mais moi mon PVT ça n'a pas été ça. Évidemment, toutes les expériences sont différentes. J'aimerais dire aussi voilà, que le point de vue que je donne sur l'Australie, ce n'est qu'à travers le prisme du PVT. Quand on arrive ici en PVT, en fait, on rentre dans un milieu social qui est préexistant. Donc on s'intègre à ça. On vit beaucoup avec des PVTistes. Voilà, il y a possibilité en fait quand on vient ici de rencontrer des Australiens, de rentrer dans leur vie, de vraiment avoir une vie avec des Australiens. Moi ça m'est arrivé à Melbourne par exemple. Mais c'est vrai que toute notre approche va être codée quand même par notre statut de PVTiste en fait. Et enfin, en avant-propos, j'aimerais vous permettre en fait sous cette vidéo de laisser des commentaires en fait et des questions que vous vous poseriez. Là évidemment j'ai fait une vidéo avec mon approche et ce que moi j'avais envie de vous dire, mais si vous avez des choses plus précises, des questions à me poser, profitez de cette vidéo pour les poser en commentaire et derrière en fait je ferai une FAQ. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors déjà, je vais pas faire une vidéo les 10 choses à savoir pour bien réussir son PVT. Si vous voulez des conseils pratiques, vous allez tout trouver sur internet en fait. Donc moi je vais pas me focaliser là-dessus. Je vais plutôt me focaliser sur quel est le bon état d'esprit à avoir pour bien réussir son PVT et pour bien le vivre en fait. Et pour moi ça passe par deux choses. Ça passe par le pragmatisme, donc du coup avoir les pieds sur terre, être enraciné, être conscient de la réalité du PVT et en même temps avoir une ouverture d'esprit, être rêveur, avoir la tête dans les étoiles. C'est ça pour moi, vivre un bon PVT. Donc avoir les pieds sur terre et en même temps avoir la tête dans les étoiles et savoir concilier les deux en bonne harmonie. Alors on va rentrer dans le pragmatisme. Donc déjà, j'aimerais dire qu'aucune vidéo ne vous préparera au PVT. Le PVT, c'est aussi arriver ici et savoir s'adapter à un nouveau mode de vie, à une nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est comme un gamin qui arrive dans une nouvelle école, quoi. Voilà, on arrive et on doit comprendre un peu comment ce monde fonctionne. Moi, par exemple, ça a pris un mois et demi. Et après, voilà, au bout d'un certain temps, on arrive à plus facilement naviguer dans ce nouvel univers, quoi. Donc la première chose dont je voudrais parler dans le pragmatisme, c'est le pay rate. Vous allez entendre beaucoup de choses sur internet, beaucoup de conneries, beaucoup de fausses histoires comme quoi l'Australie c'est la ruée vers l'or, on peut se faire des couilles en or, bon voilà, c'est totalement faux. Ce à quoi il faut s'attendre ici, c'est 32 la semaine par heure, 39 le samedi, 42 le dimanche. Donc ça donne quoi en euros? Ça donne 19 la semaine, 23 le samedi, 25 le dimanche, en brut, avant les 15% de taxes dessus. Ça c'est la base, c'est la moyenne, c'est le salaire que vous allez trouver partout en casual en Australie. Faut pas accepter de gagner moins et faut pas s'attendre à gagner 100 fois plus. Donc évitez les histoires sur le net comme quoi vous allez pouvoir gagner des 100 et des 1000, surtout facilement, c'est faux quoi. Alors il peut y avoir des exceptions, les gens parlent beaucoup des mines et tout, machin, bon... Évitez ce genre d'histoire en fait. Après j'en parlerai un peu plus tard. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est une minorité, c'est des 1% en fait des gens qui viennent ici. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites il y a 2-3 ans et en fait l'Australie ça change vite, les choses ont changé, donc ce qui était valable il y a 2-3 ans ne sont plus aujourd'hui. Surtout qu'on prévoit pas en fait un voyage sur des histoires qui représentent 1% de réalité quoi. Vous prévoyez votre voyage sur le 99%. Si après il y a autre chose qui vous arrive, c'est très bien, c'est fantastique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on gagne mieux sa vie, mais c'est pas la foire à la saucisse quoi. Voilà, il va falloir mettre votre logiciel à jour. D'autant que l'Australie, comme on dit ici, c'est un pays où on vient gagner de l'argent mais pas le dépenser quoi. Tout coûte très cher. Enfin, ça va être les mêmes prix qu'en Europe.
à part sur certains secteurs comme l'immobilier, certains produits de consommation, la vie la nuit. Donc si votre objectif en venant ici c'est de coffrer un max, il va falloir être prêt à travailler énormément et à pas être dépensier quoi, au risque de voir partir en fumée tout ce que vous avez gagné très vite. Après voilà, il peut y avoir des possibilités d'augmentation. Moi par exemple actuellement je suis comme les Pokémon, j'ai évolué, donc je suis passé level 4 en tant que serveur, je crois que je suis à 36 la semaine, 43 le samedi et 46 le dimanche. Mais voilà, ça reste dans ces eaux-là. Ne vous attendez pas à quelque chose de différent. Après, il peut y avoir des possibilités, hein, ça arrive. Là, il y avait une agence qui m'avait proposé de devenir superviseur, mais il fallait que je reste 6 mois à Sydney, donc ça, c'était pas possible. Après, vous allez aussi avoir des payes différentes en fonction des secteurs. Le secteur de la vente, ça peut être un peu moins. Les chantiers, on peut être payé un peu plus. Il y a la ferme aussi, ça peut être un peu moins, mais on fait beaucoup plus d'heures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens en fait qui parlent des fermes en disant qu'ils sont énormément coffrés parce qu'en fait, ils travaillent 60 heures en étant payés un peu moins cher. On a des logements qui sont peu cher, voire gratuit parfois. Il n'y a rien autour des fermes pour dépenser sa thune, donc du coup en fait on encaisse quoi. Mais ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'en fait on travaille énormément, on compte pas ses heures et on dépense pas sa thune quoi. Voilà, c'est le même principe partout en fait. Voilà, donc après le pay rates, j'aimerais parler d'autre chose, c'est comment trouver son travail en Australie. Je considère en fait en Australie qu'on ne trouve pas son travail, c'est le travail qui nous trouve. C'est-à-dire qu'en fait on va arriver ici, on va envoyer des CV partout, sur Seek, sur Facebook, sur Indeed, aller déposer les CV en main propre aussi, ça marche bien. On va passer toutes les certifications, donc ça va être la White Card, le RSA, Barista, enfin tout ce que vous pouvez passer de simple, vous le passez. Et un jour on trouve notre premier boulot. En fait c'est le premier boulot qui nous trouve en fait finalement. Vu que le premier travail c'est le Graal, on finit par rester un peu dans ce secteur et voilà. Et vu qu'après on fait un peu d'expérience dedans, ça nous permet d'être réemployés derrière en Australie dans le même secteur. Après avec le temps on finit par comprendre en fait que on peut changer de secteur, mais il y en a beaucoup qui restent dans le même en fait. Ne restez pas dans quelque chose aussi qui vous plaît pas, hein, si c'est pourri. Donc voilà, moi je suis arrivé, j'avais quand même l'esprit ouvert, je me suis dit allez je vais tout tenter, on va voir. J'ai pu tester les deux secteurs principaux, l'hospitality et le chantier, et j'ai choisi l'hospitality puisque ça me plaisait beaucoup plus en fait en termes d'expérience. Donc l'idée c'est de partir ici sans limitation. Ne restez pas ancré au secteur, au champ de compétences que vous avez en France. Donnez-vous la possibilité de pouvoir travailler dans des choses totalement différentes de ce dont vous avez l'habitude. Ne partez pas avec une idée précise en tête. L'idée c'est de se donner les moyens, d'apprendre sur le tas. De toute façon dans le monde du travail c'est rarement difficile, hein. On vous demande rarement d'être intelligent, mais plutôt de savoir accomplir des tâches en fait. Donc voilà, si vous apprenez vite et que vous accomplissez les tâches, tout ira bien. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé le travail, l'autre question qui va se poser en fait c'est comment remplir ses heures, parce qu'en fait on trouve le boulot mais en casual, comme je disais, les patrons veulent nous prendre, voilà c'est de l'intérim, donc ils vont nous prendre 20-25 heures et ça va être dur d'atteindre les 35, les 40, voire les 45, les 50 avec le même boulot. Donc il va falloir commencer à trouver un autre boulot, cumuler les emplois. Donc si vous voulez coffrer des masses, après voilà, je préfère préciser quand même qu'en Australie, si vous venez sans vouloir coffrer forcément, on peut très bien avoir une vie ici vraiment très agréable, chill, avec un 25 heures, 30 heures par semaine, ça suffit en fait, hein. Moi là par exemple à Sydney, je fais une journée de 10 heures, j'ai payé mon loyer. Donc ça va dépendre de vos objectifs. Moi j'avais un objectif en venant ici en fait de 45-50 heures par semaine. Donc là ça commence à se compliquer. C'est à Melbourne que j'ai découvert donc les agences dans l'hospitality. On n'est pas payé pour travailler dans un même lieu, mais on est payé au shift en fait, hein. Donc on nous envoie dans un lieu, on va effectuer une soirée et on est payé pour cette soirée. Et donc on peut cumuler comme ça dans la semaine, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8, 9 shifts, enfin tant qu'on a assez de temps pour pouvoir les cumuler et qu'ils nous envoient assez de shifts. Mais donc c'est pas fini là non plus, puisque bien qu'employé par ma première agence dans l'hospitality, j'avais pas assez d'heures. Donc du coup j'ai trouvé d'autres agences jusqu'à travailler avec 4 agences différentes pour être sûr de cumuler dans ma semaine 40, 45, 50 heures par semaine. Mais j'ai trouvé mon compte en fait, dans le sens où on peut prendre les shifts qu'on veut, on peut travailler quand on veut, ça nous fait découvrir des endroits différents. Alors c'est un peu stressant parce qu'en fait à chaque endroit on doit s'adapter, si on ne connaît pas en plus on doit voilà, s'habituer, savoir par où rentrer, savoir comment faire, s'adapter à une nouvelle équipe. Des fois ça se passe pas super bien parce que l'équipe aussi elle est soudée, donc du coup il y a un petit rejet aussi, hein, des gens qui arrivent des agences, ce que je peux comprendre, hein, c'est normal. Après dans la grande majorité des cas ça se passe très bien, hein, mais ça peut arriver que voilà il y a un petit rejet, et dans le pire des cas qu'on tombe vraiment sur des lieux de merde, ça j'en avais parlé, voilà, de lieux vraiment à éviter
l'activité comme la peste, quoi. Même les gens en fait qui sont employés à temps plein là-dedans, on les voit, ils sont zombifiés, ils sont pas bien, et ouais, c'est pas agréable à voir, quoi. Donc voilà, c'est l'idée qu'il faut se mettre aussi en tête, c'est qu'on va cumuler les boulots. Alors il y a des gens qui font 2 restos ou vendeurs l'après-midi, resto le soir, enfin voilà, il y a plusieurs options, mais moi j'aimais bien les agences parce que aucune journée ne se ressemble. Et donc après c'est pas fini, car une journée c'est que 24 heures. Si je veux bosser 50 heures par semaine, il faut que j'arrive à bien caler mes shifts dans la journée, donc réussir à en prendre un pour le service du midi et un pour le service du soir, parce que si j'en ai qu'un pour le service du soir mais qui commence à 2 heures, ça me baise un peu le reste de la journée. Donc voilà, il fallait que j'arrive à caler mes shifts convenablement pour pouvoir faire le maximum d'heures, en sachant que ça arrive souvent quand même de se faire des journées de 15 heures, quoi, à 2 lieux différents, quoi. Et puis derrière, il me faut aussi du temps pour dormir, pour pouvoir faire mon sport, pour faire mon montage aussi, puisque là les vidéos que je fais, je passe au moins facile 25 heures par semaine dessus. Et à Melbourne, je voulais aussi réussir à caler un jour de congé dans la semaine, ce que je ne fais pas là à Sydney, puisque je travaille 7 jours sur 7, puisque j'ai décidé que voilà, je voulais faire passer la période sydnéenne le plus vite possible. Donc voilà, donc c'est possible de faire du 50 heures par semaine, mais ça devient parfois un vrai casse-tête. Et c'est bien aussi d'avoir un boulot quotidien, ce que je n'ai pas là par exemple à Sydney. Enfin, j'avais le restaurant là, mais l'ambiance c'était pas terrible, donc c'était pas ouf. Mais par exemple à Melbourne, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber dans cette boîte. Alors maintenant je me rends compte que c'était exceptionnel de travailler là-bas. J'en suis conscient et j'en suis très reconnaissant en fait. Donc voilà, donc l'idée c'est d'être prêt à cumuler plusieurs boulots pour atteindre un taux horaire par semaine voilà, qui vous semble correct pour vous et pour la vie que les objectifs que vous êtes donnés en Australie. Donc ensuite, après avoir parlé de comment cumuler ses heures, j'aimerais parler de la dynamique de travail en Australie. Certains pourraient se dire, faire du 55 heures par semaine, c'est énorme. En fait, c'est pas comme en France. Il y a une dynamique en fait en Australie par rapport au travail qui est totalement différente. Déjà, il y a la conscience qui est différente en fait. Vu qu'on n'est pas en France, on prend tout ce qui nous arrive comme une nouvelle expérience. C'est pas comme en France où on va chercher du boulot, où on va être dans un quotidien un peu prise de tête. Et donc, ce qui est très sympa en Australie, c'est qu'on est très généralement payé par semaine, donc l'argent tombe toutes les semaines. Tout le travail devient très concret. On n'a pas à attendre un mois pour voir le fruit de notre labeur. Surtout avec les agences en fait. Entre les applis des agences où j'ouvre une appli en fait, je vois le shift. J'ai un petit bouton comme sur Apple quoi, activé. Ça fait que je valide le shift et donc l'agence m'envoie le shift. Donc en fait ça fait un peu même presque jeu vidéo. C'est-à-dire on ouvre notre journal de bord, on voit les quêtes disponibles, on valide une quête, on ouvre la carte, on se rend à la quête, on effectue le shift et après l'argent tombe quoi. Et donc en plus avec les agences, vu qu'on nous envoie à différents lieux, ça fait une sensation de découverte en fait. Il y a vraiment ce côté jeu vidéo en fait. Donc il y a un circuit de satisfaction qui se met en place et qui fait vraiment qu'on vit l'univers du travail d'une manière totalement différente que la France. Du coup, ça fait qu'on cumule un nombre d'heures sans vraiment s'en rendre compte, ou alors en tout cas dans un état d'esprit vraiment totalement différent. À chaque semaine, il y a une nouvelle possibilité, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas fait assez d'heures la semaine précédente, on peut faire plus d'heures la semaine suivante. Là, avec le casual, c'est vrai que ça permet ça, et c'est vachement bien aussi, quoi. Donc le risque aussi, c'est de pas sentir la fatigue, en fait. On finit par bosser énormément et on se rend pas compte en fait de l'état de fatigue. C'est au moment en fait où on commence à prendre du repos qu'on se rend compte qu'on se tape des nuits de 12 heures, quoi. Et là, ah ouais, quand même, j'avais besoin de dormir. Donc ensuite pour les fermes c'est pareil, si vous vous mettez à chercher vous trouvez, il y a des fermes partout, on peut tomber sur très bien comme exploité, comme voilà, il peut y avoir tout type d'expérience. Si ça vous plaît pas, bougez. Et si je dois donner un conseil en fait pour les fermes, c'est faites-les dès que vous arrivez. Choisissez même en fait votre lieu d'arrivée en Australie par rapport aux fermes et aux saisons. Comme ça vous vous tapez les 3 mois en arrivant. Et après en fait vous avez le reste de votre année pour kiffer votre aventure australienne en fait, votre PVT. Là j'en vois en fait, ils sont hyper bien installés dans une ville, ils kiffent leur boulot, ils kiffent leur vie, mais ils sont obligés de se barrer pour réaliser les 3 mois de ferme parce que ils veulent revenir l'année prochaine. Alors ça peut être très bien, le fait de voilà d'être poussé à casser aussi ses habitudes qu'on s'est installées, ça peut être pas mal, mais bon j'aurais tendance à dire débarrassez-vous de ça dès le début pour être libre en fait tout le reste de votre année. Surtout que ça peut vous permettre de vivre dans la outback australien et de vous rendre compte que ça vous plaît énormément. Ça peut vous permettre de vous rendre compte que les fermes ça vous plaît et peut-être d'y rester. Voilà, ça évite d'en faire un truc qui reste en tête en fait et d'en faire une obligation qui va vous coûter peut-être un peu plus tard, quoi.
Ensuite, après avoir parlé donc de la dynamique de travail, j'aimerais parler du milieu du PVT. Donc encore une fois, quand on est PVTiste, on arrive dans un milieu social déjà bien défini en fait, que ce soit le rapport au patron, le rapport aux autres, les gens qu'on va rencontrer, le fait qu'on se trimballe avec une pancarte comme ça tout le temps sur nous, qui fait qu'il va y avoir une approche différente par rapport au travail, le fait qu'on va être employé pour ça. Les employeurs ont l'habitude d'employer des PVTistes, mais aussi on va être employé parce qu'on est PVTiste. C'est quand même facile à comprendre, c'est pragmatique. Pour le patron aussi, faut que ce soit gagnant-gagnant quoi en fait. Ils vont pas nous foutre à des postes hyper importants, sachant que on peut les lâcher à n'importe quel moment ou qu'on peut se barrer ou que de toute façon notre PVT s'arrête au bout d'un an. Gardez ça aussi en tête, c'est normal en fait que les rapports sociaux soient installés comme ça. Nous on va trouver du travail, mais le patron aussi, ça lui permet d'avoir de la main d'œuvre facile à employer et c'est normal. Donc l'avantage, c'est que du boulot il y en a, que les patrons le savent, que vous allez en trouver partout, du casual. Le WHV c'est hyper connu en Australie, c'est le Working Holiday Visa, donc c'est le visa PVT. Et même si vous parlez mal anglais, en fait, pas d'inquiétude non plus. Moi je suis arrivé, j'étais une daube monumentale, j'ai réussi à trouver mon boulot, j'ai réussi à bosser, donc voilà. Et l'inconvénient, si on peut appeler ça comme ça, c'est que voilà, tous les boulots qu'on va trouver, ça va pas être du boulot très valorisant. Et encore que ça dépend en fait, ça dépend des boîtes où on tombe, ça dépend des patrons. Voilà, il y a de tout. Donc pour le côté pragmatique, j'aimerais aussi rappeler de faire attention en fait à ce que j'appelle les exceptions. Vous allez avant de partir entendre beaucoup d'histoires qui sont à mon sens totalement fausses. Déjà il y a les mines, le projet des mines. Il y a beaucoup de gens qui parlent des mines. Ouais, vous arrivez en Australie, vous pouvez partir en mine et vous faire... Alors oui, c'est possible, mais en fait, vous n'allez pas être employé comme ça en mine. Il faut passer des tickets. Donc il y en a, ils arrivent, ils dépensent 3 000, 4 000 euros dans des tickets en fait. Les tickets, c'est des permis. Donc ça va être des permis pour travailler dans les endroits confinés. Ça va être des permis pour travailler en hauteur. Ça va être des permis pour conduire des camions. Ça va être des permis, voilà. Et ils passent tous les permis possibles. Et là, déjà, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir partir en mine. Mais c'est un projet de carrière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on vient en Australie, on dépense tout ce pognon, on a ses permis, on part en mine et on passe notre année en mine. Voilà, c'est un projet de carrière. Faut vraiment se mettre ça en tête. On va pas arriver en mode YOLO, allez, je vais tenter les mines. Non, ça existe pas, quoi. D'autre part, en plus, les permis, il faut parler parfaitement anglais. Ça va pas être la white card. C'est pas le petit truc tout pourri là qu'on passe pour travailler sur les chantiers. C'est des vrais examens. Donc, faut parler parfaitement anglais. Faut savoir répondre aux questions. Quand on parle mal anglais, déjà, c'est plus difficile là pour le coup. Ensuite, les jobs qualifiés. Il y en a qui pensent, voilà, je vais arriver, je vais être dans le marketing comme en France. J'ai mon bac plus 5, ceci, cela. Ça, c'est très très rare. Pensez pas que vous allez pouvoir être employé en Australie dans la qualification que vous avez en France en fait. Rappelez-vous que vous êtes en PVT, donc vous avez la pancarte PVTiste, donc vous n'allez pas être employé comme ça facilement par des boîtes en temps plein, même si vous êtes qualifié. Donc des jobs qualifiés, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une toute petite minorité. Si ça le devient quand vous êtes ici, c'est génial. Partez pas avec cet objectif en tête, quoi. Sinon vous risquez d'être déçu en fait. Et après l'autre truc aussi, c'est Uber Eats. Alors Uber Eats, pour moi ça c'est de l'enfumage, surtout que les gens arrivent ici, ils pensent qu'ils vont gagner plus, sauf qu'ils oublient en fait qu'on est auto-entrepreneur en tant qu'Uber Eats. Donc à la fin de l'année il va falloir enlever une partie de ce qu'on a gagné pour payer les taxes, contrairement à quand on est employé par des boîtes en fait où les taxes sont prises à chaque salaire, donc on n'a même pas à y penser. Uber Eats, il va falloir les payer à la fin de l'année, et il y en a beaucoup là, ils arrivent, ils font alors je les imite parce qu'il y a beaucoup de cassos aussi en Australie qui arrivent pour faire Uber Eats, et ils pensent qu'ils vont pouvoir ne pas payer les taxes à la fin de l'année, et puis pas déclarer ceci, puis pas déclarer cela. Enfin bon voilà, moi je leur laisse leur délire. Et puis Uber Eats, moi je suis contre la société en elle-même qui exploite en fait. Je pense qu'Uber Eats ça peut être sympa en cas de secours ultime, c'est-à-dire putain j'arrive pas à trouver de boulot, je suis dans la merde, bon mais il reste Uber Eats. Je pense que ça peut être sympa pour compléter aussi, si vous n'arrivez pas à compléter peut-être un autre boulot, ou voilà, vous pouvez toujours faire ça à côté, ça peut être pas mal. Bon, moi c'est pas une boîte avec laquelle j'ai envie de travailler, c'est du capitalisme dérégulé. Et l'autre petite chose aussi que j'ai envie de dire, c'est méfiez-vous de ce que j'appelle les glandeurs. Alors j'ai rien contre les glandeurs, je préfère le dire de base, mais j'aime bien que les gens soient honnêtes. Donc si t'es un glandeur, que t'arrives en Australie, que tu veux glander, il n'y a aucun problème.
à partir du moment où tu l'admets toi-même. C'est-à-dire que tu me dis, je suis un gros glandeur, j'ai aucun souci, quoi. Chacun sa vie, chacun ses objectifs, et voilà, chacun peut être différent. Le problème, c'est que des fois, vous les croiserez principalement en auberge, donc vous arrivez et croisez des gens qui vous disent, putain, j'arrive pas à trouver de boulot, c'est hyper dur en Australie, c'est trop la merde. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est des mecs qui se bougent pas, quoi. Vous vous dites, putain, mais en fait, c'est peut-être la merde en Australie, donc voilà, faites attention à ça. L'Australie, si vous vous bougez, en fait, et si vous vous donnez, vous allez y arriver, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc méfiez-vous de ceux qui peuvent vous donner des fausses idées, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le bas, vous inquiéter et tout ça. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Si vous vous bougez, vous y arriverez. Dans la même idée que les glandeurs, méfiez-vous de Facebook aussi, puisqu'en fait Facebook, dans les groupes, il va y avoir un biais d'observation qui va s'installer, c'est-à-dire qu'en fait vous allez voir beaucoup de messages négatifs passer, mais c'est qu'en fait sur Facebook il n'y a que les gens dans la merde qui parlent en fait, et c'est normal, c'est facile à comprendre, si on est dans la merde on a besoin d'aide, et donc on va venir poster des messages pour expliquer ce qu'on vit et demander de l'aide. Les gens qui vont bien et où tout se passe bien, ils n'ont pas de raison de venir parler sur Facebook en fait. Donc en fait quand vous ouvrez les groupes Facebook, vous avez tendance à avoir l'impression que y a plein de gens dans la merde en fait, surtout quand vous arrivez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on comprend la dynamique. Donc entre les mecs à l'auberge, les messages sur Facebook, on peut avoir tendance à penser que putain c'est la merde, c'est compliqué, tout ça machin. Donc voilà, je voudrais rassurer aussi par rapport à ça, méfiez-vous un peu de ça et ne vous inquiétez pas, si vous vous bougez, tout ira pour le mieux, quoi. Et donc ça veut dire, pour finir sur ce côté pragmatique, que en fait en Australie il n'y a pas de secret, Pour y arriver il faut se donner, quoi, à 200%. Ne laissez pas la place dans l'esprit du patron de se demander s'il peut employer quelqu'un d'autre. Ne laissez pas la place dans votre esprit de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Vous devez mettre dans la tête de votre patron que vous êtes l'employé du siècle. Ne vous auto-limitez pas, c'est la pire des barrières en fait. Mais bon, ça c'est valable aussi dans la vie, quoi. Dites-vous que vous êtes capable en fait, voilà, et vous verrez, tout sera easy, quoi. Si les autres peuvent le faire aussi, vous aussi, il n'y a pas de raison, rien n'est vraiment difficile. Accomplissez toutes les tâches avec professionnalisme, soyez fiers en fait même d'être un bon travailleur pour vous-même en fait, et voilà, et vous en serez récompensé. Pas forcément avec des meilleurs salaires, mais les Australiens reconnaissent le travail bien fait, reconnaissent les gens sur qui ils peuvent compter, ils apprécient de voir quelqu'un de proactif et de volontaire. Donc ça veut pas dire accepter des situations indécentes ou de l'exploitation, mais voilà, soyez prêts à vous donner, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'argent magique en Australie, on est mieux payé, le cadre de vie est plus sympa, il y a des possibilités en fait, et une ouverture qui est vraiment géniale contrairement à la France, c'est-à-dire qu'on a le droit de bouger, on peut faire différentes choses, on n'aime pas un truc, on fait quelque chose d'autre, une semaine après on peut vivre une vie totalement différente. En fait tout est possible ici. Et donc pour passer à un autre cadre, donc ça c'était le côté pragmatique et les choses qu'il fallait avoir en tête de manière concrète pour bien réaliser son PVT. L'autre côté donc c'est l'état d'esprit et le mindset ouvert. Bon, on va bouger un peu, tiens j'ai envie de marcher. Et en fait, la dernière fois au moment où j'ai bougé, il fermait le parc, donc j'ai dû revenir une troisième fois. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Le PVT en fait c'est venir ici vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est fait aussi pour sortir de sa zone de confort. Si vous partez avec un bon état d'esprit, ouvert aux possibilités, en fait, vous vivrez une expérience qui vous fera grandir et tout ne sera que bénéfique. Ça passe ici par venir avec des objectifs plus intérieurs qu'extérieurs. Donc ne venez pas ici avec une idée trop précise de ce que vous voulez. Ça évitera les déceptions, les désillusions et ça permettra de tout prendre comme, comme une expérience, comme quelque chose d'enrichissant. Donc voilà, après c'est différent en fonction des objectifs de chacun évidemment, mais voilà, je vais parler dans mon cas. Mes objectifs en venant ici, il y en avait 3. C'était me faire de l'argent, apprendre l'anglais ou l'améliorer
et faire une introspection. En ce qui concerne l'argent, j'ai eu une petite désillusion en venant ici, c'est pour ça que j'ai fait vraiment ce point sur la première partie. Pour l'anglais, c'est pas bien difficile, j'ai évité de me retrouver avec des Français. Comme ça, je ne parlais pas français, je côtoyais pas de Français, et finalement reste la partie introspection, qui est en fait pour moi la plus importante. Moi, je suis venu ici dans l'idée de me foutre dans la galère, sortir de ma zone de confort, de mes habitudes, de ma sécurité pour me retrouver moi-même. On a tendance dans la vie à se raccrocher à notre confort et à notre sécurité et de se conforter un peu dedans. Moi, j'ai la sensation en fait quand ça m'arrive d'être anesthésié. Moi, je suis plutôt à l'inverse en fait. J'aime bien me sentir vivant, j'aime bien être tout le temps en train d'apprendre quelque chose, être tout le temps en train de me renouveler. Et donc, quoi de mieux qu'un PVT pour sortir de sa zone de confort. Donc pour moi, la question en fait en venant ici, c'était pas vraiment est-ce que j'en suis capable ou pas. Je partais plutôt confiant en fait. Et en perdant ses repères, on se rend compte qu'on est la seule personne en qui on peut compter. Ça va nous pousser à aller chercher des ressources en nous qui sont en fait des vrais trésors, quoi. Donc en conséquence, mon état d'esprit en partant d'ici, c'était d'être ouvert à tout. Et avec un bon mindset ouvert, en fait, toutes les galères, tous les problèmes n'en sont plus vraiment. En se concentrant sur les objectifs intérieurs plutôt que concrets, vu qu'on n'a pas vraiment d'attente, en fait, on accueille tout comme une nouvelle expérience de vie. Donc voilà, faut partir avec un esprit ouvert aux possibilités de changement, au gré des rencontres, au gré des situations, d'être mobile en fait dans son PVT, de ne jamais se sentir coincé par une situation, de jamais penser qu'on peut l'être. Et donc voilà, et cet état d'esprit en fait va ensuite permettre plusieurs choses. Donc déjà d'apprendre le dépassement, de se dire qu'on n'a pas de barrière, pas de limitation, de se rendre compte que les opportunités sont partout en fait, et de provoquer la chance. D'autant plus qu'en PVT, faut être conscient quand même que le facteur chance est quand même assez important, quoi. Ça veut dire aussi ne pas avoir peur d'être dans la merde, d'être en galère. C'est même un peu aller le provoquer, le chercher, sans évidemment se foutre en danger. Toujours garder une sécurité qui vous semble convenable pour vous et un confort qui vous semble agréable. Ça va permettre de casser les peurs qu'on peut avoir en soi. On se rend compte qu'on a les ressources, qu'on peut s'en sortir et que tout va bien, que les galères n'en sont pas vraiment, que rien n'est insurmontable. Ça va aussi permettre d'apprendre l'adaptation. Rien n'est vraiment grave et on s'adapte à tout. Voire même tout devient un jeu en fait. Moi en arrivant ici, j'étais pas serveur, j'ai jamais été serveur. Maintenant je le deviens, quoi. Je prends ça comme un jeu, je m'éclate à devenir serveur, à jouer un rôle. Surtout que avec les agences, je vais dans des lieux différents, je rencontre les Australiens de près, j'ai vécu beaucoup de mariages, de baby showers. On arrive de l'extérieur comme ça et on regarde ça et c'est hyper intéressant en fait à analyser, à vivre. C'est observer et analyser des scènes de vie. Ce positionnement d'adaptation, en fait, ça va permettre de pouvoir créer des liens avec les gens sans jamais avoir trop d'attentes, mais toujours de les accueillir dans un état d'esprit un peu de découverte, de jeu, d'amusement. Voilà, et ça va aussi apprendre le détachement et la résilience. Si on n'a pas d'attente, on va pas en avoir envers les autres non plus. On accepte les choses comme elles sont, surtout en gardant en tête qu'on est que de passage. Donc ça participe à jamais prendre les choses vraiment au sérieux, à être détaché, de vivre tout avec légèreté, quoi. Et donc c'est pareil, les connards qu'on peut croiser sur notre chemin, si on est détaché, on va pas vraiment le prendre pour nous. Et nous, on est que de passage, donc j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Eux, après, ils vont rester dans leur vie de merde et voilà. Alors évidemment, ça veut pas dire accepter des situations indécentes, Et donc ça permet d'être spectateur de tout ça plutôt que de le prendre pour nous en fait et de le prendre pour notre ego. Ça permet aussi de devenir résilient. Par exemple, le statut d'immigré, c'est quelque chose aussi qu'on doit accepter. C'est mettre un peu notre ego de côté. On arrive ici en Australie, on est un petit Français, on est un immigré pour eux. Et donc si on accepte en fait qu'on va être jugé comme un immigré, ça permet de pas prendre les choses au sérieux. On peut même en rire nous-mêmes en fait, ce qui va nous permettre de prendre ça avec humour, de savoir être blagueur, de savoir jouer de ça aussi, de notre statut d'immigré. Ça va permettre finalement de mieux nous intégrer socialement avec les Australiens. Donc voilà, ça apprend la résilience, à pas prendre les choses vraiment au sérieux pour nous-mêmes, plutôt que de se dire tout de suite que ce sont des racistes, de se croire un peu important, quoi. Voilà, après je voudrais dire quand même que tout n'est pas rose non plus, il y a quand même beaucoup de racisme en Australie. Surtout c'est marrant, des immigrés envers les immigrés en fait. Il y a beaucoup de communautarisme et les communautés se clashent les unes les autres. À Sydney par exemple, la violence sociale est quand même assez forte aussi. Sydney, c'est venez pas comme vous êtes, c'est plutôt soit comme Sydney. Petite anecdote par exemple, ça peut paraître anecdotique en fait, mais je trouve
trouve que ça révèle dans l'inconscient collectif. À Sydney, bien que mon anglais quand même soit bien meilleur qu'au début quand je suis arrivé à Melbourne, on m'a jamais autant repris sur mon anglais en fait dès que je fais une petite erreur. Pareil, c'est marrant ici, quand je comprends pas une phrase parce que j'ai pas le vocabulaire, ils répètent la même phrase. J'ai envie de leur dire mais t'auras beau me dire le mot 100 fois, si je le connais pas, je peux pas mieux le comprendre quoi. Mais voilà, ça prouve quelque chose, c'est-à-dire ils ont pas à se rabaisser en fait à ce que tu ne comprends pas. C'est à toi de faire l'effort de comprendre. Et ça indique en fait un processus social et une violence sociale qui a quand même beaucoup plus à Sydney qu'à Melbourne par exemple. Sydney c'est plus strict en termes d'intégration sociale. Seul, en couple ou entre amis. Moi personnellement je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de partir seul. Ça va permettre de vivre une expérience quand même avec soi-même, de se révéler à soi-même, d'apprendre des choses sur soi-même, de grandir, de se nourrir. Ça peut être aussi très bien pour des gens qui manquent de confiance en eux. Il y a des gens dans la vie, ils ont une impuissance apprise. Ils ont grandi dans un milieu social qui les jugeait, qui les critiquait, qui leur a appris qu'ils étaient pas bons pour telle chose ou telle chose et ils ont fini par l'intégrer en eux. Et donc pour ce genre de personnes qui ont grandi dans un milieu social de dévalorisation, ça peut leur permettre aussi de se révéler à eux-mêmes et de se montrer de se prouver en fait que ils en sont capables. Alors voilà, en couple ou entre amis, on peut se soutenir hein, évidemment. Les galères seront moins fortes parce que forcément on est deux à les supporter. Ça fait aussi que quand on s'en sort à deux, donc on n'est jamais vraiment pleinement responsable en fait de s'en être sorti. Par ailleurs, on n'est pas vraiment libre de ses choix. On va devoir faire des croix sur certains choix, sur certaines envies. Et ça fait aussi que quand on est tout seul, en fait, on n'a pas la possibilité aussi de rendre coupable l'autre si quelque chose se passe mal. Et ça aussi, pour le sentiment de responsabilité, je trouve que c'est vachement important de partir seul. Bien que voilà, ma volonté moi c'était de partir ici seul et de me mettre un peu en galère et de couper en fait tout par rapport à la France, je pense que c'est quand même important de garder des liens, mais voilà, des bons soutiens. Moi par exemple j'ai gardé ma compagne parce qu'on s'est bien trouvés tous les deux en fait. On sait s'écouter sans se juger. Je sais que c'est quelqu'un qui va être bienveillante, qui va me donner des conseils pour qui je suis et non pas pour qui je devrais être, qui va pas juger mes décisions. Et en plus elle depuis la France, elle peut avoir un point de vue différent en fait sur ce que je vis. J'ai aussi gardé un de mes amis d'enfance qui est un frère pour moi et lui c'est pareil, je sais qu'il me juge pas, les relations sont simples. Voilà, et donc ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est de bien choisir ses soutiens. Pas de garder des gens pour pas se sentir seul. Si jamais votre seul soutien c'est quelqu'un qui vous juge, qui comprend pas vos décisions, qui vous critique, où vous devez faire attention à ce que vous lui dites pour pas l'inquiéter, ça c'est pas des bons soutiens en fait, hein. C'est des gens qui vous pompent de l'énergie. Et c'est valable aussi durant votre PVT en fait. Vous allez rencontrer des gens parfois qui ont une énergie basse, qui savent pas apprécier ce qu'ils sont en train de vivre, qui râlent, qui sont pas contents. Bon mais c'est pareil, éloignez-vous d'eux, hein. On est des êtres sociaux, les relations nous impactent, il y a des relations en fait qui peuvent être énergivores ou énergisantes. Et enfin, je voudrais finir sur les craintes. Je sais que voilà, il y a des gens qui, avant de partir en PVT, peuvent avoir des craintes de partir ici. Moi, voilà, je voulais une aventure, je voulais partir loin de chez moi. Donc j'y suis un peu allé à fond tête baissée. Mais c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes de partir aussi loin, surtout toute seule parfois. Donc voilà, j'aimerais parler un peu de ça. Donc déjà, pour stopper toute peur, j'aimerais rappeler que l'Australie c'est un pays capitaliste. Le capitalisme, ça s'est répandu partout sur la surface de la planète de manière homogène. Et c'est normal, hein, pour que ça fonctionne, il faut que ça semble familier. Quand vous allez arriver en Australie, vous allez très vite retrouver vos marques. Toutes les villes à travers le monde, finalement, New York, Paris, Londres, Sydney, Melbourne se ressemblent. Les gens en Australie ont aussi le même mode de vie, hein. Ça va être travail, consommation. Ils regardent les mêmes séries, ils regardent les mêmes films, écoutent les mêmes musiques, on a la même culture. Donc on est vraiment dans quelque chose de très familier finalement. Ce qui va changer, c'est l'angle par lequel les Australiens vont le vivre. Plus simple, c'est moins administratif, tout est plus easy en fait. Le boulot, ça va être plus facile. Les apparts aussi, c'est incroyable comme c'est... En France, pour avoir un appart, on va te demander une caution, puis on va te demander d'avoir 3 fois le montant du loyer, et puis on va te demander d'avoir un CDI. C'est juste un parcours
parcours du combattant. Ici c'est simple, on prouve qu'on a un job, et en plus moi je prouve que je suis en casual quoi, hein, donc je prouve que j'ai pas de CDI, donc ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc on prouve qu'on a un salaire, on paye une caution, et c'est bon, et on rentre dans l'appart. Il y a même des appartements où on n'a même pas de preuve de fonds à montrer. On paye la caution et c'est bon, on emménage. C'est easy quoi. Après c'est en colocation parce que le coût de l'immobilier ici c'est juste exorbitant en fait, c'est n'importe quoi. Donc ici tout est plus facile d'accès, plus libre et surtout plus rapide en fait. Donc vous partez pas sur une autre planète, rassurez-vous. Il y a que la langue et le fait qu'il roule à gauche quoi. Viennent ensuite les craintes par rapport à voilà, la peur de réussir ou pas son PVT. Bon ben là j'ai envie de dire c'est la même chose qu'en France, hein. Si en France vous avez un peu de mal à voilà, vous donner de l'énergie, ben ici il va falloir se sortir les doigts du voilà, hein, comme on dit. Il n'y a pas de secret quoi. Je tiens à rassurer quand même, ici comme je disais, tout est plus facile, tout est plus libre. Il suffit de donner un peu d'énergie et voilà, et on trouve son boulot, on bosse. D'autant plus que comme je disais précédemment dans la vidéo, on peut très bien vivre ici tranquillement sans se faire du 35 heures, 40 heures quoi. Ce qui est récompensé en plus ici, c'est l'envie et la motivation. T'es motivé, tu te donnes, tu vas y arriver quoi. On va pas te juger sur tes diplômes, ta façon de parler, ton background. C'est tout le monde a une possibilité égale ici en Australie en fait. Bon après il y a l'idée, la peur de quitter son foyer. Donc oui, là si vous avez des liens très forts avec votre foyer, évidemment ça va être plus dur de partir. Quoique voilà, après je me dis si l'idée de faire un PVT vous vient en tête, c'est que quelque part déjà vous avez envie de vous en éloigner un peu, hein. Sinon ça vous viendrait pas à l'esprit. Après il y a ceux qui le font parce que on leur a dit de le faire ou parce qu'ils veulent ressembler à quelqu'un. À cela je dirais oubliez tout de suite, hein. Il n'y a rien de pire en fait que venir ici alors qu'on n'en a pas vraiment envie. La moindre galère vous n'allez pas la supporter. Votre PVT faites-le pour vous-même. De toute façon dans la vie en fait ne faites toujours les choses que pour vous-même. Jamais pour ressembler à quelqu'un, jamais parce qu'on vous a dit de le faire, jamais parce que vous voulez rentrer dans un moule. Voilà, faites les choses parce que vous en avez réellement envie. Et voilà, et pour finir, si jamais votre expérience du PVT ça se passe mal, et ben pas d'inquiétude, les avions ça existe, vous prenez un billet et voilà, en moins de 24 heures vous êtes revenu vers notre belle vieille France. Pour finir sur cette partie bon état d'esprit, donc si vous êtes pragmatique et que vous êtes ouvert, voilà, rien de grave ne vous arrivera, tout sera une super expérience et vous irez naturellement vers les solutions en fait. C'est ça un bel état d'esprit aussi, c'est quelqu'un qui s'arrête pas au problème et qui sait rebondir en fait naturellement vers les solutions. Voilà, donc désolé pour cette vidéo qui était un peu longue, ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'avais envie de la faire pour vous, pour moi, pour voir aussi à la fin du PVT si ce que je vais dire va être différent ou va être similaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura conseillé, que ça vous aura donné des réponses. Voilà, j'espère qu'elle sera pas trop longue et qu'elle sera pas trop chiante à regarder. Et puis bon, ben, en même temps, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas envie de la regarder, ben, vous la regardez pas. Voilà, des bisous à tous. À bientôt pour la vidéo 8 où ben, normalement je serai déjà arrivé à Cairns.